Un solide ionique ou cristal ionique est constitué d'anions et de cations assimilés à des sphères dures régulièrement espacées dans l'espace. Par exemple, le chlorure de sodium, ici modèle compact, ici un modèle éclaté. Let's see the structure of NaCl. Radius of a sodium ion is 0.95 angstrom and that of chloride ion is 1.81 angstrom. The radius ratio of sodium ion and chlorine ion comes out to be 0.526. The radius ratio suggests that coordination number of each ion is 6. So in NaCl structure, each Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ions. And similarly, each Cl minus ion is surrounded by 6 Na plus ions. As you can see, each sodium ion is octahedrally surrounded by 6 chlorine ions. If we extend the cubic structure, we can also see that each chlorine ion is octahedrally surrounded by 6 sodium ions. Total number of chloride ions per unit cell is 1/8 of 8 chloride ions at the corner of the cube and half of 6 chloride ions at the face centers of the cube. So total number of chloride ions per unit cell is 4. Number of sodium ions per unit cell is given by sum of 1/4 of 12 sodium ions at the center of each side of the cube and 1 sodium ion at the body center of unit cell, which equals to 4 sodium ions per unit cell. Cristal de chlorure de sodium est donc constitué d'un empilement régulier d'ions sodium Na+, et d'ions chlorure Cl- en quantité égale. Schéma numéro 1, nous pouvons voir donc un motif élémentaire, on l'appelle aussi ça une maille, un cristal des nacelles étant constitué par la juxtaposition d'un grand nombre de mailles. Un motif élémentaire contient en propre 4 ions chlorure et 4 ions sodium, ce qui démontre son électroneutralité. Sur le schéma numéro 2, nous pouvons voir que chaque cation est entouré de 6 anions, et de même, chaque anion est entouré de 6 cations, ce qui redémontre son électroneutralité. Maintenant, qu'en est-il des solides moléculaires? Tout d'abord, nous allons parler de la polarité des molécules, et dans le premier lieu, de la notion d'électronégativité. Alors, on rappelle qu'une liaison covalente entre deux atomes résulte de la mise en commun par chaque atome d'un électron de sa couche électronique externe. Dans une molécule formée de deux atomes identiques, aucun des deux atomes n'attire le doublet liant davantage que l'autre. Ainsi, ce doublet se trouve en moyenne à égale distance des deux atomes liés. On dit que les deux atomes ont même électronégativité et on voit le nuage électronique autour des deux atomes qui est homogène. Maintenant, quand on a deux atomes différents, l'un des deux atomes peut attirer le doublet liant plus que l'autre atome. On dit qu'il est plus électronégatif que l'autre et la répartition des électrons autour des deux atomes n'est plus homogène. Alors, définissons maintenant l'électronégativité. L'électronégativité d'un élément est donc la tendance d'un atome de cet élément à attirer le doublet d'une liaison de covalence qu'il forme avec un atome d'un autre élément. Cette électronégativité nous est donnée par l'échelle de Pauling. Donc c'est les petits chiffres que vous voyez là, 2,1 pour l'hydrogène, 4,1 pour le fluor. Vous voyez que le fluor est très très électronégatif, alors que l'hydrogène l'est beaucoup moins. Dans une classification périodique, l'électronégativité augmente de gauche à droite dans une ligne et de haut en bas dans une colonne. Étudions maintenant la principale conséquence de cette différence d'électronégativité entre des atomes liés au sein d'une molécule, à savoir la polarité des molécules. Commencerons par les molécules diatomiques et prendrons comme exemple la molécule de chlorhydrogène HCl. L'atome de chlore étant plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, le doublet d'électrons liants se trouve alors en moyenne plus près de l'atome de chlore que de celui d'hydrogène. L'atome de chlore possède ce qu'on appelle un excédent de charge négative noté delta-, et l'atome d'hydrogène possède, lui, un excédent de charge positif noté delta+. On dit que la liaison covalente entre l'atome d'hydrogène et celui de chlore est polarisée et que la molécule de chlorhydrogène a un caractère polaire. La molécule de chlorhydrogène peut être assimilée alors à un dipôle électrostatique avec ses deux pôles plus et moins.
Ce dipôle électrostatique est alors caractérisé par un moment dipolaire P, collinaire à la liaison et orienté du pôle négatif delta- au pôle positif delta+. Intéressons-nous maintenant au cas des molécules polyatomiques à plus de 2 atomes de carbone et prenons comme premier exemple la molécule d'eau. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Les deux liaisons covalentes OH sont donc fortement polarisées. Il en résulte l'apparition d'un excédent de charge positive delta+ sur chaque atome d'oxygène et de 2 excédents de charge négative de delta- sur l'atome d'oxygène. Le barycentre des excédents de charge positifs de delta+ se trouve au milieu du segment de droite reliant les deux atomes d'hydrogène. La molécule d'eau est bien polaire et peut être assimilée à un dipôle électrostatique. On peut aussi le vérifier à l'aide des moments dipolaires qui existent entre l'atome d'oxygène et chaque atome d'hydrogène. Ces deux moments sont orientés de l'atome d'oxygène vers chaque atome d'hydrogène. Le moment dipolaire total de la molécule est donc égal à P1 plus P2. Ce moment dipolaire total est différent du vecteur nul. La molécule d'eau est donc bien polaire et peut être assimilée à un dipôle électrostatique. On dit que la molécule d'eau a un caractère polaire ou que l'eau est un solvant polaire. Deuxième exemple, la molécule de dioxyde de carbone. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Les deux doubles liaisons covalentes CO sont donc polarisées. Il en résulte l'apparition d'un excédent de charge négative delta- sur chaque atome d'oxygène et de 2 excédents de charge positive de delta+ sur l'atome de carbone. Les excédents de charge positive et les excédents de charge négative sont confondus. La molécule de CO2 n'est pas polaire, elle est dite apolaire. On peut aussi le vérifier à l'aide des moments dipolaires P1 plus P2 égale au vecteur nul. Conclusion. Le caractère polaire d'une molécule dépend non seulement de la différence d'électronégativité des atomes qui la composent, mais également de la structure géométrique de la molécule. Cohésion des solides moléculaires. Un solide ou cristal moléculaire est constitué de molécules arrangées de façon régulière et ordonnée. Il s'agit d'un solide cristallin comme le sucre, le diode ou la céramique, ou arrangées de façon non ordonnée. Il s'agit d'un solide amorphe. Exemple, le verre. La cohésion des solides moléculaires est assurée par deux types d'interactions intermoléculaires. Les interactions dites de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. L'énergie mise en jeu dans ces interactions est très inférieure à celle rencontrée dans les cristaux ioniques. La cohésion des solides moléculaires est beaucoup moins forte que celle des cristaux ioniques. Les interactions de Van der Waals. Les interactions de Van der Waals sont des interactions entre dipôles électrostatiques. Cas des molécules polaires. Exemple de la molécule de chlorure d'iode. L'élément chlore étant beaucoup plus électronégatif que l'élément iode, la liaison de la molécule est fortement polarisée. La molécule est polaire et constitue un dipôle permanent. Dans le chlorure d'iode, les molécules sont orientées de façon à ce que l'atome d'iode, qui porte l'excédent de charge positive, soit toujours voisin d'un atome de... Dans le chlorure d'iode, les molécules sont orientées de façon à ce que l'atome d'iode d'une molécule, qui porte l'excédent de charge positive, soit toujours voisin d'un atome de chlore d'une autre molécule, qui porte donc l'excédent de charge négative. Les distances entre atomes de charge partielle contraire étant plus faibles que celles entre atomes de même charge partielle, l'interaction électrostatique attractive l'emporte sur l'interaction électrostatique répulsive. Les interactions électrostatiques entre dipôles permanents assurent ainsi la cohésion du chlorure d'iode. Cas des molécules apolaires. À 25 degrés Celsius, le diode est un solide moléculaire constitué de molécules apolaires de diode. Quelles interactions assurent la cohésion de ce solide? Dans la molécule de diode, les électrons se répartissent équitablement autour des noyaux des atomes d'iode. Le moment dipolaire de la molécule est nul. La molécule de diode est apolaire. Cependant, à un instant donné T1, les électrons peuvent être plus proches de l'un des noyaux d'iode que de l'autre.
Les électrons en perpétuel mouvement se déplacent au sein du nuage. Il apparaît ainsi une distribution des électrons qui varie dans le temps. Des charges opposées -Q et +Q apparaissent alors dans chaque molécule de diode. Le signe et la valeur de ces charges varient dans le temps. Lorsque la distribution des électrons autour des noyaux d'iode n'est pas symétrique, il apparaît un moment dipolaire instantané P, dont l'intensité dépend de la valeur de la charge Q. La disposition des molécules de diode dans l'espace résulte des interactions électrostatiques apparaissant entre les charges positives et les charges négatives. Ces interactions entre dipôles électriques instantanés varient de façon continue en intensité et en sens, mais leurs effets sont constants. Ce sont ces interactions électrostatiques, appelées interactions de Van der Waals, qui assurent la cohésion du diode à l'état solide. Deuxième type de liaison intermoléculaire, la liaison hydrogène. La liaison hydrogène se forme lorsqu'un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif interagit avec un atome B également très électronégatif et porteur d'au moins un doublet non liant. C'est le cas par exemple de l'eau à l'état solide. L'eau est composée notamment d'un atome d'oxygène, atome extrêmement électronégatif, porteur de 2 doublets non liants, et d'un atome d'hydrogène, lié à un atome très électronégatif. Il peut donc s'établir une liaison hydrogène entre l'atome d'oxygène d'une molécule d'eau et l'atome d'hydrogène d'une autre molécule d'eau.